3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour Léon Bertrand. La cour d'appel de Basse-Terre a rendu son délibéré dans l'affaire des marchés illégaux de la CCOG ce matin. Le maire de Saint-Laurent est condamné pour corruption passive et favoritisme. Nous en parlons dans ce journal. Le consulat du Guyana a trouvé son siège, basé provisoirement au campus de Saint-Denis l'année dernière. Il a peiné à trouver de nouveaux locaux. Il se situe désormais non loin du consulat du Suriname, rue Schellcher. Et puis l'aide aux 200 sinistrés du Haut-Maroni s'organise. Depuis la semaine dernière, un collectif citoyen récolte des fonds pour leur venir en aide. 4 000 € ont déjà été rassemblés. Plusieurs points de récolte sont disposés dans tout le territoire. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Je vous le disais, dans l'affaire des attributions frauduleuses de marchés publics par la CCOG, je rappelle malgré tout que nous sommes... a suivi les réquisitions de l'avocat général en janvier dernier. Léon Bertrand est condamné à 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Le maire de Saint-Laurent et président de la communauté de communes de l'Ouest guyanais écope également de 3 ans de privation des droits civiques, 80 000 € d'amende. Et de son côté, l'ancien directeur général des services, Augustin Tossabenza, est condamné à 1 an de prison ferme, 1 an avec sursis, 2 ans de privation des droits civiques et 30 000 € d'amende. L'entrepreneur Jean Pradier, lui, écope de 14 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Et c'est pour Léon Bertrand une peine plus lourde que celle dont il avait écopé en octobre 2014. La Cour d'appel de Fort-de-France avait prononcé 20 mois de prison, dont 16 fermes. Maître Lingibé, avocat au barreau de Cayenne, nous explique les conséquences de cette décision de justice pour la mairie de Saint-Laurent. Il faut savoir que provisoirement, lorsque le maire est empêché, ou tout exécutif territorial, il y a des dispositions qui se mettent en place d'office, qui sont prévues. Pour le maire, c'est l'article L 2121-17 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'il est remplacé, en cas d'empêchement, dans la plénitude de ses fonctions, par les adjoints d'ordre du tableau. Soit l'élu concerné devance en démissionnant, mettant fin à son mandat d'élu, soit effectivement il y a une procédure qui est prévue, en l'occurrence c'est une procédure préfectorale, c'est un arrêté préfectoral parce que le préfet, il faut savoir, est chargé du contrôle effectivement des collectivités territoriales, donc il prend un arrêté effectivement qui, ce qu'on appelle un arrêté de démission d'office, et qui démet l'élu de toutes ses fonctions. Pour qu'il y ait une élection municipale anticipée, il faudrait que l'ensemble, ou une certaine partie, une majorité très claire du conseil municipal démissionnât, en l'occurrence. Mais là, c'est pas le cas de figure prévu. Lorsqu'effectivement un maire est appelé à quitter volontairement ou involontairement ses fonctions, il est remplacé par une élection interne au sein du conseil municipal. Vous le savez, un consulat du Guyana ouvrait ses portes chez nous en février 2016. Placé à titre provisoire au campus Saint-Denis à Cayenne par la préfecture, l'instance avait jusqu'en octobre dernier pour trouver de nouveaux locaux. Une entreprise qui s'est avérée particulièrement périlleuse selon la consul, mais elle a porté ses fruits. Le consulat du Guyana officie désormais rue Schellcher, derrière celui du Suriname. Ayodele Germa. C'est ici, aussi rue Schellcher, que se trouve le nouveau siège du consulat du Guyana. Ce local est voisin d'une boutique de vente de tissus et de couture sur mesure. Un plan de secours que le consul du Guyana a trouvé grâce à l'aide d'un proche. J'ai contacté un membre de ma famille, donc ma tante, qui avait un local. Je lui ai expliqué ma situation et au vu de ma situation, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, le conseil ne pouvait pas se fermer, que ce n'était pas possible, etc. J'ai exactement ce qu'il me faut, une salle avec 2 pièces, des toilettes pour accueillir, donc c'est tout ce dont j'avais besoin. Et pourtant, cette requête n'a pas trouvé d'issue favorable auprès de certaines agences immobilières. Le consul a souhaité taire leur nom. On m'expliquait que ce n'était pas possible parce que on aurait vu trop de Guyanais venir sur place, sur le local. Je rappelle que c'est un consulat, donc j'accueille le public guyanais, les ressortissants guyanais. Du côté des bailleurs sociaux, la SEM Samar motive son refus par le défaut de place. Le bailleur n'aurait plus de local approprié disponible pour le consulat du Guyana. La CIGI, quant à elle, a été plus loin dans sa motivation. Pour le directeur de la gestion locative de la Société immobilière de Guyane, le défaut de paiement est la crainte première d'un bailleur immobilier.
La CIGI étant une société qui doit se redresser, on doit limiter les risques en termes éventuellement d'impayés. Et lorsqu'on est confronté à une entité extraterritoriale, s'il y avait pour X raison un défaut de paiement, les difficultés de recouvrement devraient passer jusque par les affaires étrangères, puisqu'on est dans un cadre réglementaire autre que le droit commun. Là, dans le cadre, on va dire, classique et traditionnel d'un local commercial ou administratif, c'est le principe où la personne qui vient demander, dès lors qu'elle a une pièce d'identité, un extrait de cabis, une capacité à exercer une activité, mais surtout derrière un potentiel à assurer un règlement mensuel régulier de la chose, ce sont les éléments que nous prenons en compte. Parce que derrière, s'il y a un défaut de paiement, il faut qu'on puisse exercer notre droit à recouvrir ces sommes. Des arguments que refute la diplomate. Le Guyana, en ce moment, traverse une situation économique relativement confortable. Il y a cette possibilité de prospection de pétrole dans les eaux guyaniennes. Et donc, tout cela donne une sorte de boost économique au pays. Outre le fait que j'entends bien le problème d'extraterritorialité, on remet en question la solvabilité du Guyana sur le territoire français. Et donc ça, j'ai trouvé cela un peu fort. Mais en attendant, pour la consul du Guyana, l'option de secours pourrait bien devenir une solution à long terme. L'aide aux sinistrés du Haut-Maroni s'organise. Lancée la semaine dernière par le collectif Nayou Nami Naoui, déjà plus de 4 000 € ont été récoltés en l'espace d'un week-end et des points de collecte installés dans plusieurs communes. On rappelle que les villages de la région ont subi d'importantes inondations après des crues exceptionnelles liées aux intempéries il y a quelques semaines. Environ 200 sinistrés sont dénombrés. Reportage Natacha Maltaverne. Depuis ce week-end, les membres du collectif Nayou Nami Naoui mettent en place des points de collecte pour les sinistrés du Maroni. C'est le cas à Saint-Laurent, Mana, Kourou et Cayenne. Des stands ou simplement des caddies sont installés, le plus souvent à la sortie des supermarchés. Les Guyanais sont invités à faire preuve de solidarité. Ce sont nos compatriotes, ce sont des Guyanais comme nous-mêmes. Donc si on a besoin, on va aider tout le monde, tous ceux qui sont à l'extérieur, on les aide. Pourquoi ne pas aider les nôtres ? Bon, pour moi, c'est logique. C'est humain, il faut partager avec les autres et ils sont en difficulté, alors il faut venir au secours des autres. Selon le collectif, il y aurait entre 500 et 1500 sinistrés, des habitants qui ont besoin de produits de première nécessité, des denrées alimentaires non périssables, des produits d'hygiène ou des vêtements. Après 4 jours de mobilisation, le bilan est plutôt satisfaisant. J'ai pour environ, je pense, 7 ou 6 caddies de marchandises, voilà, sur Cayenne. Et en ce qui concerne le Kourou, nous sommes dans les 7, 8, 9 caddies de marchandises. Pour l'acheminement de la marchandise, il faut savoir que nous avons déjà à notre disposition de la part d'une entreprise des canaux qui sont déjà là pour transporter sur le fleuve ainsi que la distribution de la marchandise au niveau du Haut-Maroni. À Matoury, l'Union sociale des démocrates s'est associée à cet élan de solidarité. Le siège du parti accueille les dons du public. Nous devons venir en aide aux concitoyens du fleuve qui subissent des intempéries et des inondations. Alors, le local est ouvert de 13h30 à 20h30 jusqu'à samedi. Donc, il y a toujours quelqu'un qui reste à attendre des denrées alimentaires et des vêtements. Donc l'aide de tout le monde est bienvenue. Donc, il n'y a pas de récupération politique ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour venir en aide. La collecte de Nayou Nami Naoui se poursuivra jusqu'au 19 mars. Ce fait divers à présent en Guadeloupe, il était environ 3 h du matin samedi quand un homme qui recevait une amie à son domicile s'est absenté un instant. À son retour, elle était grièvement blessée à coups de couteau. Hasard ou coïncidence, non loin des lieux, une autre femme s'est donné la mort dans son logement. Tout laisse à penser que l'auteur des faits serait cette dernière. L'enquête de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. En toile de fond, une histoire de rivalité entre 2 femmes. Une poignardée est hospitalisée depuis samedi. L'autre morte, elle s'est suicidée. C'est l'auteur présumé des coups de couteau. Elle fréquentait son concubin depuis quelque temps. Selon les différents témoignages, ils s'engueulaient souvent. En fait, on a constaté un petit problème, mais comment pas rentrer dans le on n'a pas fait, moi c'est ça. Grand monde, c'est grand monde.
Oui, après, il y a la fin, on vient de ça. Vous comprenez? Alors ça choque moi et ça fait mal aussi. Il rappelle, ça dit au téléphone, monsieur a sonné, il a expliqué mon bien. Un jour soir, il a dit pourquoi tu veux pas mon téléphone? Il dit le téléphone a sonné, on a crié. On a crié moi. Il a regardé monsieur pas répondre et après ça il dit ouais là c'est pour ça qu'on a crié pas répondre moi. Tout ça et après ça monsieur dit pas couper de ce bien ça. Et monsieur prend le téléphone là il parti, il dit on va tel monde. Et là il retourne tout de suite, il retourne tout de suite seulement répondre des doigts, capable l'éveil. Et après ça il dit ouais pas mal le dans ta téléphone moi patati patata et il faut d'aller pour partir de foutre clé moi là et là où venir à casa moi téléphoner moi. Elle n'a pas supporté les propos de son concubin. Vers 3h du matin, elle s'est rendue à son domicile, a découvert la présence d'une autre femme. Son frère raconte la suite. Elle a vu que la fille est dans la maison du monsieur et c'est là qu'elle a ces coups de couteau là. Ça entendait. Il a pris, elle n'a pas pu tenir la pression. À 4h du matin, il a crié moi. Il a dit moi excusez-moi déranger ou c'est grand frère moi mais on va faire l'hôpital moi tout ça et sans pédio. On a crié papa et Timona, on a crié maman. Alors, si nous avons fait, boutique là, nous avons dedans, essayer de gérer, vendre ça qu'il y a à vendre, les c'est mon pareil. Alors, on a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on a dit ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il a accroché, on a crié, pareil. On a dit, mais dis-moi, on a crié, maman, on a crié, papa c'est mon et gérer boutique là, maman, tout ça. On a dit, qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi. Là, on va s'en faire père. Le frère appelle une de ses amies pour qu'elle se renseigne et il se met aussitôt en route. Arrivé chez sa sœur, il frappe avec insistance, en vain. Avant de défoncer la porte, paniqué, il va chercher le propriétaire. Il dit, il prend un marteau. Et là, il prend un marteau, il prend un birin, il prend un tournevis. Il prend un tournevis, il dévisse ses poignets là. Il a dévissé ses poignets là, gentiment, déposé dans les balcons là. On a gardé à côté, on a des clés. On a dit, oh, mis clé à la porte là, comme ça. Et là, on prend clé là, on ouvre la porte là. On a vu mademoiselle prendre une dans la base. Depuis samedi, 2 familles sont plongées dans la tristesse. 3 enfants sont orphelins. Tout un quartier est dans l'émoi. Chez nous, l'arrivée de la pluie a quelque peu atténué la pollution aux particules fines, mais elle a atteint des sommets au cours des 4 derniers jours avec un indice de 9 sur une échelle de 10, un dépassement considérable du seuil de recommandation. Aujourd'hui, la procédure d'alerte pour persistance d'épisodes de pollution a même été déclenchée. L'ORA met en garde face au risque d'aggravation par l'action humaine et rappelle les précautions pour les personnes vulnérables. On écoute un ingénieur d'études interrogé par Ayo Delegerma. Vérifier la qualité. Actuellement, nous sommes impactés par ce que nous appelons les brumes de poussière du Sahara. C'est un phénomène qui va impacter de la Guyane, voire même du Brésil jusqu'à la Floride, tout l'arc des grands bassins des Caraïbes. Et donc ces poussières vont venir dégrader la qualité de l'air en Guyane. Alors déjà, il ne faut pas empirer la situation en brûlant des déchets verts ou tout autre déchet ménager. De toute façon, c'est une pratique illégale pour les gens qui n'ont pas accès à un centre de compostage ou à un ramassage des déchets verts. Il faut éviter de faire des déplacements inutiles en allant se promener en voiture ou avec son gros 4x4. Et si on peut, privilégier le covoiturage avec son voisin. Toutes les pratiques qui seront un peu bonnes pour l'environnement. Cette pollution, ces particules dans l'air peuvent potentiellement impacter les personnes sensibles, les personnes vulnérables. Donc il y a des gens, on n'a même pas besoin de leur dire qu'on a un épisode de pollution, tout de suite ça va leur gratter les bronches, ils vont pas arrêter d'éternuer, certains peuvent avoir du mal à respirer. Donc voilà, comme ça on peut la voir. Et aussi on la voit visuellement, toute l'île de Cayenne est très grise, on voit beaucoup moins les monts, les forêts, tout est très gris. Et pour les personnes vulnérables, le conseil à donner par rapport à ces pollutions de l'air? Donc éviter de faire beaucoup d'activités physiques, éviter tous les efforts, ne pas se déplacer près des grands axes routiers parce que ce sera encore plus dégradé. Donc à ces gens-là, vraiment de faire attention en période de pollution. Tout autre chose avec notre invité ce soir, un navigateur hors du commun, vous allez le voir. Bonsoir Vincent Madeleine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous pour raconter votre épopée que vous avez menée en 1977, un voyage en bateau de 27 jours entre Dakar et Cayenne et que vous comptez d'ailleurs raconter demain soir à la mairie de Cayenne. 40 ans plus tard. Alors d'abord, vous êtes un Guyanais originaire de Sinamari. Oui. Et en fait, à l'époque, âgé d'une vingtaine d'années, vous vous sentez pousser des ailes et vous décidez d'effectuer un voyage en bateau, poussé par quelques récits de voyage. Racontez-nous. Oui, alors à l'époque, je voulais voir le monde, je voulais aller loin.
Et il y a des difficultés, étant dans la marine marchande, il y a très peu d'embarquements de marins guyanais à partir de Cayenne. Parce que souvent les compagnies sont de métropole, donc ils embarquent des Marseillais, des Havrais, accessoirement des Antillais, mais quand ils arrivent ici, ils ont besoin de personne. Alors ça a duré des années, je naviguais, j'ai fait un petit peu de pêche, navigué au balisage, au remorquage, transport de passagers entre Kourou et les îles. Mais je n'étais pas très satisfait, j'avais envie de voir le monde. Pour ça, donc, je lui ai dit, Vincent, tu as un problème, mais tu construis ton bateau pour aller où tu veux. Et là, vous partez vous former d'abord? Oui, parce que j'avais été dans l'école des mousses à Fort-de-France, donc j'ai fait une année de formation, ce qui m'a permis, d'avoir des compétences pour naviguer comme marin ici. Et donc ça c'était en 75, puis ma formation de marin, j'ai commencé à naviguer tôt, en 65-66. 65-66, j'ai navigué donc ici, après j'ai été pour faire mon service militaire à Toulon. Et Toulon, j'ai découvert des jeunes qui avaient envie de voyager. Comme vous. Voilà, c'est ça. Qui voulaient rompre avec le programme de carrière, de rentrer dans... Enfin, bref. Et donc, c'est de là que j'ai envie de partir. Sortir un peu d'un format. Et donc, voilà, c'est ça. Vous continuez votre formation, on va dire, au Havre, ou surtout, vous construisez votre propre bateau vous-même? Voilà, c'est en 76. Alors, en 76, j'arrive au Havre, j'achète un petit bateau, mais qui ne convient pas. Je reviens, et 77, je décide de faire mon propre bateau. Je fais les plans, parce que j'avais quand même des compétences de marin, de soudeur, chaudronnier. On voit sur ces images. Voilà, c'est ça. Donc, je construis ce bateau que je mets à l'eau au mois de septembre 77 et je pars le 29 octobre 79. Donc, pour un voyage de 27 jours au départ de Dakar. Alors j'étais parti pour faire directement le Havre-Cayenne. Mais comme j'étais tard, j'ai eu plusieurs coups de vent, ce qui fait que ça retardait. Donc, j'ai dû faire escale en Espagne, au Maroc, au Sénégal. Et c'est du Sénégal, donc de Dakar, je suis parti pour Cayenne, que j'ai mis 27 jours. 27 jours et 3 heures d'ailleurs, plus précisément. Un voyage que vous avez trouvé assez simple, presque sans imprévu, alors que vous avez quand même eu des petites difficultés, si je puis dire. Oui, parce que quand on part sur un petit navire seul, on sait que ça ne va pas être, comment dire, ce ne sera pas facile. Mais les difficultés que j'ai rencontrées étaient prévisibles. Bon, la seule chose que je ne prévoyais pas, je n'avais pas de lunettes de soleil. Et comme j'ai dû barrer tout le temps, à cause de la réverbération, j'ai perdu la vue pendant 3 jours. Mais ça s'est bien passé, j'ai attendu. Je faisais une veille sonore si jamais un navire s'approchait de moi. Seul, il n'y a pas eu de panique à un moment donné? Non, de toute façon, je n'ai pas le choix. Effectivement, vu sous cet angle. Donc ça c'est, puis au bout de 3 jours, la vie est revenue. Puis là, je faisais attention, je plissais les yeux pour ne pas laisser le minimum de lumière entrer. Ça s'est bien passé. Je suis arrivé, j'ai abordé le plateau continental vers 1h du matin parce que j'avais un sondeur et puis le connétable à 4h du matin et je suis mouillé devant l'ancien quai de Cayenne à 9h du matin. Et donc là, vous allez rencontrer votre mère après un si long voyage, un peu comme si c'était une simple visite de courtoisie. Voilà, c'est ça, parce que je lui avais dit que je ne te contacterai pas avant 2 ou 3 mois. Et donc, je lui avais dit ça à Dakar. Et au bout de 27 jours, tiens, t'es là. Elle était toute contente. Et puis voilà, c'était très bien. J'étais content de l'avoir fait. Revenons un peu sur l'origine, en fait, la source de votre départ. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé de cette manière à vous lancer à l'aventure seul sur un bateau? Alors, comme beaucoup de garçons, enfin quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de récits, des romans, mais surtout des récits de navigateurs. À l'époque, il y avait Moitessieux, Bardieu, il y avait la traversée de Bombard, tout ça, et c'était un monde qui m'attirait. Je trouvais ça génial de partir avec très peu de moyens, parce que ce qui m'intéresse, c'est avec très peu de moyens de pouvoir parcourir le monde. C'était pas aussi une manière de fuir la réalité d'une certaine façon? Non, parce que chacun avait son projet. Parce que quand même, c'est technique, c'est pas... Tout le monde ne peut pas le faire. Non, j'avais pas envie de fonder une famille.
Je travaillais quand j'en avais envie, j'avais très peu de besoins. Des protéines, je peux en absorber en mangeant de l'herbe, en mangeant de n'importe quoi. Non, j'avais confiance en moi, je savais que j'étais résistant. Et donc, la difficulté ne m'a jamais fait peur. Une assurance, une confiance en vous qui vous a donc porté... Oui, très grande, jusqu'à maintenant. Tout au long de ce travail. On dit en Normandie qu'on est machu quand on n'écoute pas les autres. Il faut que je vois pour... si je ne vois pas, ça ne me... Alors, puisque vous aimez vous lancer des défis, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous passionne et quels défis sont en cours? Alors, j'ai une maison à Montjoly que j'ai achetée en 85. Je suis en train de tout refaire seul, et une fois par an. Je viens 4 mois et j'ouvre mon chantier, je fais les travaux qu'il y a à faire. Et puis là, je repars vendredi, je ferme mon chantier pour 8 mois. Bientôt une nouvelle exploration peut-être? Oh, allez, peut-être bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Peut-être un dernier point, si vous le permettez, avec ce courage et cette attitude que vous racontez avoir développé, cette philosophie de vie. Est-ce que vous auriez peut-être un message pour les jeunes générations qui manquent de confiance, un encouragement pour les jeunes aujourd'hui? Je n'aurais pas la prétention de dire aux autres ce qui serait bien de faire, mais je pense qu'il faut croire en soi et être éthique. Être éthique, c'est ne pas aller dans des impasses où on fait aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Moi, je pense que ça, c'est important de se dire d'être intègre. Oui, de respecter les autres. Se lancer des défis et respecter les autres. Merci, Monsieur Madeleine. En tout cas, vous raconterez votre histoire demain soir à la mairie de Cayenne. Jeudi soir. Jeudi soir, à la mairie de Cayenne à partir de 18h30. Bon, là, j'ai été concis, mais les gens pourront poser toutes les questions qu'ils désirent. Puisque justement, c'est ouvert à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Toute autre chose, on poursuit maintenant en Guadeloupe pour parler cosmétique avec le salon de beauté noir qui s'est tenu hier au VTC de Jarry. Une tendance s'impose en ce moment, celle des fards à lèvres mat. Linda Kayarsi a souhaité en savoir plus. Voyez plutôt son reportage. La bouche velours est sans conteste la tendance du moment. J'ai essayé il y a quelque temps qui ne m'allait pas du tout, mais celui-là, je trouve qu'il me va très bien. Moi, je pense que je vais l'adopter. Je le trouve très joli, je trouve qu'il me va très bien et je suis très fière de mon maquillage. Un make-up glamour que l'on doit au rouge à lèvres mat. On a découvert ça plutôt pour les collections automne-hiver. Et après, effectivement, c'est arrivé aux Antilles très très vite parce que les youtubeuses et tout ça, les filles sur le net, ont très vite commencé à utiliser ce type de rouge à lèvres. Parce que l'effet est tout de suite très très pigmenté, on n'a pas forcément de dégradé au cours de la journée. C'est-à-dire qu'une fois l'avoir appliqué, la tenue est très très bien et ça fonctionne très très bien, la tenue parfaite. Pour l'adopter, il faut respecter quelques règles toutes simples. Dessiner tout d'abord le contour de la bouche avec un crayon, puis remplir la pulpe des lèvres avec son maquillage mat à l'aide de pinceaux pour une application précise. Néanmoins, la règle de base et la plus importante reste l'hydratation des lèvres pour un résultat impeccable. Il est important en tout cas d'appliquer juste avant, soit une huile infusée, soit un baume hydratant, donc on peut trouver en pharmacie sans problème, avant l'application de ce type de rouge à lèvres là, parce qu'effectivement les pigments sont beaux, la qualité est sympa, mais il faut tout de même hydrater. Aujourd'hui, on trouve quasiment toutes les teintes et effets souhaités dans une version mate. Bref, il faut de l'audace. Je pense qu'il faut oser, puis tout dépend de la manière dont on travaille le teint en fait, parce que beaucoup de choses sont possibles. Après, tout est dans l'application et la dose, la quantité qu'on applique tout simplement. Tout simplement. Ouais. Donc après, moi je dirais que pour des peaux noires par exemple, c'est très la tendance, ce sont les foncés, les bordeaux, avec une petite touche de lumière au centre des lèvres par exemple. Beaucoup de choses sont possibles. En tout cas, voilà, c'est selon les goûts aussi de la cliente, avant tout. Le rouge à lèvres mat est décidément un atout chic et glamour. Retour chez nous, c'est historique. La Guyane entre dans la cour des grands, c'est officiel, et participe à la Gold Cup, un tournoi qui réunit les meilleures équipes de la Caraïbe et 3 équipes de l'Amérique du Nord. Nos Yanadokok connaissent désormais leurs adversaires. L'annonce des groupes a été faite cet après-midi à Orlando, aux États-Unis. La Guyane se retrouve dans le groupe A avec le Costa Rica, le Honduras, mais aussi le Canada, son premier adversaire le 7 juillet prochain. Ça se passera à New York, nous y reviendrons.
Et puis on termine avec le premier lancement, première réussite de l'année pour Vega. Le lanceur italien a placé sur orbite le satellite Sentinel-2B hier soir dans le cadre du programme européen d'observation de la Terre Copernicus, portant ainsi au nombre de 4 le nombre de satellites dans la constellation. Le lanceur a quitté le pas de tir comme prévu à 22h49 et la mission aura duré en tout et pour tout un peu moins de 58 minutes. C'est la fin de votre journal. Je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir avec bien sûr les 3 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour Léon Bertrand. La cour d'appel de Basse-Terre a rendu son délibéré dans l'affaire des marchés illégaux de la CCOG ce matin. Le maire de Saint-Laurent est condamné pour corruption passive et favoritisme. Le consulat du Guyana a trouvé son siège basé provisoirement au campus de Saint-Denis l'année dernière. Il a peiné à trouver de nouveaux locaux. Il se situe désormais non loin de celui du Suriname, rue Shelcher à Cayenne. Et puis l'aide aux 200 sinistrés du Haut-Maroni s'organise. Depuis la semaine dernière, un collectif citoyen récolte des fonds pour leur venir en aide. 4 000 € ont déjà été rassemblés. Plusieurs points de récolte sont installés jusqu'au 19 dans plusieurs communes du territoire. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain, même heure.